Je suis né à Sfax le 30 mai 1947. Découverte d'un philosophe tunisien. Je suis resté à Sfax jusqu'à l'âge de 18 ans. Fatih Triki. J'ai été avant tout à l'école coranique. J'ai appris une bonne partie du Coran, par cœur bien sûr. Et j'ai appris aussi la calligraphie arabe. Vivre ensemble dans la dignité. Par Vincent Cespedes. À partir de ma deuxième année primaire, j'ai appris la langue française. Je suis issu d'une famille conservatrice, mais moderne à la fois. Et donc, pour nous, l'islam est tout simplement notre religion. Mais à partir de la deuxième année secondaire, c'est-à-dire quand j'avais l'âge à près de 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à ce moment-là à lire Freud, à lire Marx. Donc j'ai commencé à vouloir connaître un peu plus, pas seulement la religion elle-même, mais le phénomène même de croyance. J'ai été cette fois-ci dans la réflexion sur la religion, et non pas la religion consommée, mais la religion réfléchie. J'étais un peu poète à l'époque, 13 ans, 14 ans, et j'ai envoyé comme ça un poème à la radio, et surprise, les gens à la radio ont apprécié mon poème, ils l'ont lu, et croyant que je suis un grand poète, ils m'ont invité à un grand colloque sur la poésie. J'étais enfant à l'époque, et j'ai obtenu l'autorisation de mes parents, et j'ai voyagé par train. Et je me rappelle quand je me suis présenté devant le comité d'organisation du colloque, ils m'ont renvoyé parce qu'ils ont vu devant eux un enfant. Et c'était marrant. Et c'est à ce moment-là, pour participer à ce colloque, j'ai travaillé notre poète national, Chebbi, et j'ai consulté les livres, mais j'ai vu des grands critiques de l'époque, n'est-ce pas, qui enseignent la critique littéraire. Et j'ai appris d'eux beaucoup de choses, comment lire un poème, mais surtout comment réfléchir à partir d'un texte, qu'il soit de poésie ou de réflexion. J'ai commencé à lire Marx, surtout le Manifeste. Quand j'avais à ce moment-là l'âge à près de 15 ans. J'étais à la classe terminale et j'ai fait une conférence. Une conférence sur le socialisme, c'était ma première conférence sur le socialisme. Devant moi, il y avait qui finalement? Il y avait le boulanger. Il y avait l'épicier, que je connaissais d'ailleurs, il y avait le boucher, il y avait mon coiffeur, il y avait... Tout le monde était là, la jeunesse, etc. Et moi, je parlais du socialisme. Je me rappelle, je disais que le socialisme que le parti voulait imposer à la Tunisie est un faux socialisme. Et il faut un socialisme scientifique, et le seul
socialisme scientifique, c'est le marxisme, c'est le communisme. Bon, tout le monde, ils ont applaudi. Je ne sais pas s'ils ont compris quelque chose, mais le président de la cellule et les intellectuels qui étaient présents, eux, ils ont bien sûr ont compris. Et surtout, la police a bien saisi la chose. 2 jours après, voilà qu'une voiture de la police arrive chez moi. Ils sont venus presque s'excuser devant mon père. Voilà, on va prendre votre fils pour une affaire qui ne va pas durer longtemps. J'étais arrêté, j'étais emmené au commissariat et à ce moment-là, j'étais interrogé, mais au lieu de m'interroger sur la conférence que j'ai faite, non, ils m'ont dit, voilà, on a appris qu'après la conférence, vous êtes resté dans la cellule et vous avez renversé la photo de Bourguiba. C'est pour ça que vous êtes là, vous êtes ici, on va vous passer à la justice. Vous l'avez fait avec votre ami tel. Et moi j'entendais des pleurs et des cris. C'était mon ami qui passait à tabac. J'avais peur à ce moment-là. Mais heureusement que, bien sûr, la famille a beaucoup agi. Et là, le président de la cellule qui m'a invité à la conférence est venu en courant avec d'autres gens. Ils ont dit au commissaire, ça va pas, qu'est-ce que vous faites? Celui-là, on le connaît, il ne fait jamais ça, il l'aurait jamais fait, etc. Il a eu une tractation à peu près d'1 heure avec la police. Puis le flic est venu me dire, voilà, on va vous relâcher si vous dites que c'est votre ami qui a fait la chose, c'est pas vous. Je le dis jamais, je ne l'ai pas vu, donc je ne le dis pas. Pourquoi voulez-vous que je monte? Moi, je ne l'ai pas fait, lui ne l'a pas fait. Bon, après quelque temps, ils m'ont libéré, ils ont libéré mon ami l'après-midi. Mais c'est mon premier contact avec la philosophie. C'était un contact de réflexion, mais une réflexion sincère qui m'a donné une expérience vitale avec pas seulement la police, mais la société finalement. J'ai provoqué quelque chose qui va être décisif dans ma vie, parce que à ce moment-là, j'ai compris que la philosophie ne peut pas se faire par abstraction, mais elle se fait par expérimentation, et que quand on philosophe dans l'engagement, ou on ne philosophe pas. Au baccalauréat, la même année, on a eu comme sujet le socialisme est-il une exigence morale ou une nécessité économique? J'étais très préparé pour dire que c'est une nécessité économique. Et toute la politique de l'État à l'époque, c'est de dire que c'est une exigence morale. Je me rappelle, mon professeur de philosophie était très, très angoissé pour moi. Il m'a dit, ça y est, tu vas rater ton examen, mais finalement, je ne l'ai pas raté. Puis après, j'étais à l'université. J'ai choisi, bien sûr, de faire philosophie. J'étais emballé par 2 choses. Premièrement, par l'orientation métaphysique de la philosophie. C'est la première fois que je découvre que la philosophie n'est pas seulement une expérimentation, mais aussi une réflexion qui va très loin, disons, qui ouvre sur des questions métaphysiques comme le monde, la vérité, le cosmos, etc. C'est la première chose qui m'a emballé. La deuxième chose qui m'a emballé, c'était surtout les cours de Michel Foucault, parce qu'on a eu la chance, à ce moment-là, d'être formé par Foucault en histoire de la philosophie. C'était la première fois qu'il enseignait l'histoire de la philosophie, et surtout, il a enseigné Descartes. Et on sait que Foucault n'est pas du tout cartésien. Il nous a dit que s'il a choisi Descartes, c'est parce que le président Bourguiba lui-même lui a demandé d'enseigner Descartes aux jeunes Tunisiens pour qu'ils deviennent cartésiens. Parce que pour lui, Bourguiba à l'époque, le monde arabe souffre d'une chose, c'est qu'il n'arrive pas à mettre sa pensée à l'épreuve de la méthodologie. Donc il faut pour le monde arabe une méthode d'analyse. Et pour acquérir cette méthode d'analyse, il n'y a pas mieux que le cartésianisme. Donc il a conseillé à Foucault de faire un cours sur Descartes. Foucault l'a accepté, et c'est comme ça qu'on a pu avoir avec lui un cours et sur Descartes et sur Husserl. Par la suite, bien sûr, il nous a donné un cours aussi sur Nietzsche. Il a fait aussi un cours sur Hegel. Il nous a invité Jean Hippolyte, n'est-ce pas? C'est Hippolyte qui nous a fait vraiment Hegel.
pour Aristote, donc il nous a aussi fait venir au Bank. Donc c'était pour nous une très très solide formation. Du coup, on baignait dans la philosophie. Et ça, c'était formidable. On était dans la philosophie à cette époque-là. Je me rappelle une fois, mon professeur de sociologie, Paul Sebag, il m'a dit, toi, tu vas lire le livre 1 du Capital et tu vas nous exposer ce qu'il y a dans ce livre. Mais quand j'ai commencé à lire le livre, je n'ai rien compris. C'était un livre très difficile. J'ai habité la bibliothèque, tout simplement, pour chercher comment comprendre le livre. Un jour, Michel Foucault passait par la bibliothèque. Il m'a trouvé, il m'a dit, ah, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui ai raconté l'histoire. Il m'a dit, il t'a donné, je me rappelle, il t'a donné un exposé sur le livre 1 du Capital, mais c'est pas possible. C'est très difficile, ça. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, est-ce que tu as compris quelque chose? Je lui ai dit non. Il m'a dit, voilà ce qu'on va faire. On va rester 2 heures, on prend 2 heures ensemble, je vais t'expliquer le livre de A à Z. Je lui ai dit d'accord, donc on s'est donné rendez-vous dans un café pas loin, et au bout de 2 heures et demie à peu près, il m'a expliqué tout le livre, le livre 1, par des exemples précis, etc. Et moi j'écrivais, bien sûr, je prenais des notes, bien sûr je l'ai remercié. Bon, quelques jours après, je fais mon exposé. Bien sûr, le professeur est resté bouche bée. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Comment tu as fait? Je lui ai dit, c'est pas moi, c'est Michel Foucault. C'était l'anecdote de l'époque. Mais pour dire que Foucault était à la disposition de ses étudiants. S'il trouve un étudiant, par exemple, qui n'a pas compris quelque chose, etc., il peut donner de son temps, 2 heures, 3 heures. C'est pas grave. Pour lui, l'essentiel, c'est que l'étudiant comprenne. Il venait discuter, par exemple, sur le problème palestinien. À l'époque, il ne croyait pas qu'il y a une lutte du peuple palestinien, même il était très radical. Il disait, après tout, les Palestiniens sont des Arabes, et comme il y a plusieurs pays arabes, ils peuvent être partout. Ils n'ont pas besoin d'un État, ils n'ont pas besoin d'une nation. Bon. Et nous, on lui expliquait que ça, c'est une idée très vieillotte, mais rien à faire. Puis sur le conflit entre Sartre et lui, parce que nous étions sartriens aussi, hein, bon, à l'époque, toute la jeunesse était sartrienne, et on comprenait pas comment Foucault est anti-sartrien ou non sartrien. Alors il nous expliquait comment Sartre ne comprenait pas beaucoup la philosophie. Pour lui, Sartre, c'est presque la philosophie populaire. C'est-à-dire, il a une connaissance de l'histoire très superficielle. Donc pour lui, Sartre n'est pas indiqué pour pouvoir approfondir sa philosophie. Et il nous orientait à ce moment-là vers Merleau-Ponty. Pour lui, Merleau-Ponty, c'est le philosophe français par excellence. C'est lui qui représente l'école française de philosophie. Alors que Sartre, c'est l'animation philosophique et non pas la philosophie. Bon. Faut pas oublier que Foucault, quand il est venu en Tunisie, il était presque réactionnaire. Hein. Une fois, je lui ai dit, comment Michel Foucault, vous n'êtes pas marxiste? Je lui ai dit, c'est pas normal. Alors, il nous a répondu comme ça, notre génération est marxiste dans les chromosomes. Mais la différence entre les marxistes et moi, c'est que les marxistes sont restés là où ils sont, fixes. Ils sont fixés dans leur marxisme. Alors que pour moi, que pour plusieurs, il parle à l'époque des structuralistes, il parle alors que nous faisons autre chose. À partir de Marx ou contre Marx, etc., mais nous faisons quelque chose. Nous avons une idée très claire sur les structures sociales, sur ce lien entre l'économique, le sociologique, etc. C'était sa réflexion. J'obtiens ma maîtrise et je vais à Paris, la Sorbonne. J'ai obtenu l'équivalence avec la maîtrise française. Donc je pouvais passer directement au doctorat,
Mais moi, j'ai préféré refaire la maîtrise. Malgré cela, j'ai refait ma maîtrise avec François Châtelet et j'ai travaillé sur Clausewitz. J'ai commencé à croire que la philosophie doit cesser d'être intrinsèque et de ne travailler que sur elle-même. J'ai voulu travailler sur quelque chose d'extérieur à la philosophie, mais philosophiquement. Et j'ai pris comme notion la guerre et comme auteur Clausewitz. Donc ni Clausewitz est philosophe, ni la guerre est un objet philosophique. Mais je l'ai fait avec François Châtelet, qui croyait aussi à cette philosophie extrinsèque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à construire un peu cette philosophie que j'ai appelée au départ philosophie de la diversité, philosophie extrinsèque, et qui a abouti maintenant à ma réflexion philosophique sur le vivre ensemble dans la dignité. Puis j'ai fait ma thèse aussi, toujours sur la notion de guerre, la guerre en tant que notion philosophique, mais élargie aux philosophes. J'ai voulu savoir comment les philosophes politiques modernes ont approché la question de la guerre. Donc j'ai travaillé sur Thomas More, sur Hobbes, sur Locke bien sûr, Rousseau, Kant, je sais pas qui, Hegel, Joseph de Maistre aussi, parce que je l'ai impliqué. Les marxistes, Grotius évidemment, mais je suis allé jusqu'à ce que j'ai appelé la région stratégique de la guerre, toujours avec cette idée de la philosophie extrinsèque, pour interroger non seulement les philosophes, mais ceux qui ont fait la guerre. Et j'ai pris comme exemple le général Giap, ou Mao Tse-tung même, j'ai fait la pensée philosophique de Mao Tse-tung. Finalement, la philosophie, quand elle aborde une question qui sort de son champ intrinsèque, généralement, elle rate son sujet, elle rate son objet. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à l'intérioriser. La philosophie fonctionne par l'acte d'intérioriser les notions ou les concepts nés, travaillés en dehors d'elle. Elle les intériorise, puis elle les examine. Et si elle n'arrive pas à l'intérioriser, à ce moment-là, elle a tendance à rater son objectif. À partir de Marx, disons, il était très difficile aux philosophes de faire ce phénomène d'intériorisation. Parce que, avec la naissance des sciences humaines, avec la naissance de la psychanalyse, avec la naissance du soupçon nietzschéen, après Nietzsche, on imagine mal quelqu'un qui dit, voilà, j'ai un système philosophique qui explique le monde entier, qui explique tout. Même Heidegger n'a pas réussi à le faire. Donc, cette pratique intrinsèque de la philosophie a laissé la place à la pratique extrinsèque qui est la meilleure. La philosophie intervient dans les autres discours, dans toutes les autres pratiques discursives, pour, premièrement, expliquer les notions philosophiques, expliquer les concepts. Deuxièmement, critiquer, c'est-à-dire donner les conditions de possibilité de la naissance du discours, son mode de fonctionnement, etc. C'est pour diagnostiquer ce qui se fait à l'intérieur de ce discours, mais aussi diagnostiquer le rapport entre le discours lui-même et les différentes pratiques, et finalement théoriser s'il y a lieu. Donc, définir, expliquer, critiquer, diagnostiquer, théoriser, n'est-ce pas? Ce sont les 5 éléments fondamentaux de cette pratique extrinsèque de la philosophie, qui est une forme, si vous voulez, d'applicabilité de la philosophie sur les discours scientifiques, le discours religieux, le discours politique. La philosophie ne remplace pas les sciences, mais intervient par ces 5 critères ou ces 5 éléments. La philosophie, finalement, c'est aussi la pratique du soupçon. Toute politique, qu'elle soit aux États-Unis, en Chine, ou en Tunisie, ou dans tous les pays du monde, n'est-ce pas? La politique n'aime pas le soupçon et préfère plutôt la politique de la critique organisée, de la critique dont les politiques connaissent les règles et connaissent, si vous voulez, les conséquences. Et c'est tout à fait normal. Sinon, aucun politique ne peut régner. Mais la philosophie, c'est autre chose. La philosophie, c'est aussi le marteau, malheureusement. Mais le marteau ne détruit pas seulement. Le marteau construit. Les gens oublient aussi l'autre façade du marteau. On ne peut pas construire quoi que ce soit si on n'a pas, n'est-ce pas, ce marteau magique qui est devant nous. Et le soupçon, ce moyen de soupçon n'est pas un moyen destructeur définitivement. C'est un moyen qui permet aussi
de faire de telle sorte que au moins ce monde soit habitable, pour ne pas dire agréable. Pour moi, la démocratie n'est pas un but en elle-même, parce que on ne fait pas la démocratie pour faire la démocratie. La démocratie va donner le moyen aux Tunisiens de s'affirmer, d'être eux-mêmes avant tout, et en même temps d'accéder à une forme d'universalisme et de devenir des citoyens fiers de l'être. Or, les moyens de la démocratie, les deux moyens sont les suivants. Premièrement, il faut cesser de fonctionner par affect. L'affect est nécessaire, mais pas pour l'action quotidienne. Il faut, à ce moment-là, utiliser la raison. La raison comme première condition de possibilité de la vie. Et deuxièmement, la tolérance. Et la tolérance dit tout simplement que tout homme, tout citoyen tunisien doit faire ce qu'il veut, comme il veut, s'habiller comme il veut, croire ce qu'il veut, ne pas croire tout ce qu'il veut. Et alors cela, bien sûr, cela ne plaît pas surtout aux théologiens. La condition fondamentale sine qua non pour que le monde arabe se réveille finalement du sommeil où il vit actuellement, parce que je considère qu'il sommeille encore, il faut qu'il y ait un mouvement intellectuel très fort qui a deux grands chemins. Le premier chemin, c'est le chemin que j'appelle de la raisonnabilité. C'est-à-dire soumettre tout ce qu'il fait à la raison critique. Et pour cela, il faut bien sûr qu'il développe un esprit critique dans toutes les activités. Et cet esprit critique ne peut se développer que par la philosophie. Malheureusement, dans le monde arabe, il n'y a que la Tunisie, le Maroc et un peu l'Algérie qui enseignent la philosophie. Deuxième chemin, c'est ce que j'appelle le chemin de la tolérance. Qu'est-ce que cela veut dire, la tolérance? Cela veut dire tout simplement que les musulmans eux-mêmes reviennent à cette idée fondamentale qui existe dans le Coran et qui dit aux gens, il ne faut jamais contraindre les gens à devenir musulmans. La croyance, c'est quelque chose d'individuel. Et on ne peut pas imposer par la force une croyance aux autres. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Donc il faut renoncer à contraindre les gens à quoi que ce soit et remplacer la contrainte par le dialogue. Premièrement, tolérer l'existence des autres. Deuxièmement, travailler avec les autres en dialoguant. Et troisièmement, coexister avec les autres, vivre ensemble avec les autres, chacun avec ses idées, avec ses moyens et avec ses buts et ses rêves. Parce qu'il n'y a pas un seul rêve dans la vie. Il y a plusieurs rêves et tout le monde a besoin de rêver et de rêver comme il veut. Personne ne peut lui enlever ce rêve. Et après tout, quand on croit à quelque chose qui peut exister, qui existe ou qui n'existe pas. C'est ça, ce n'est pas là le problème. Mais la croyance, c'est quelque chose qui appartient à l'homme. C'est quelque chose d'intime dans l'homme. C'est ça, la croyance. Donc, vous ne pouvez pas, quel que soit X, de lui enlever cette croyance. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas lui imposer une autre croyance. Mais vous pouvez l'aider par votre dialogue, par votre esprit de tolérance, à être proche de vous-même dans sa différence. Et c'est la meilleure proximité, c'est quand elle existe dans la différence et non pas dans la mêmeté. Et c'est ça ce que jusqu'à maintenant les sociétés musulmanes, les sociétés arabes n'ont pas encore saisi. Et ça incombe à nous les intellectuels, c'est pour ça notre métier est un métier très risqué, à nous de faire de telle sorte qu'il y ait ces deux chemins dans le monde arabe.
أن خطاب الهوية بطبعه حصري وإقصائي، لأنه يعين الآخر بصفته خصما وينظر إليه عدوا أو عدوا مرتقبا عبر رسم الدائرة الجمعية. فوظيفة هذا الخطاب الأولي بما هي إيديولوجيا تكمن في ضرورة التعارف بين أصدقاء، أي كل الذين يشاركون من الجانب نفسه في معركة سياسية، وتعيين العدو، وكل معسكر يحتاج إلى علامات ورموز وشعارات لخطاب يجمع أنصاره ويستبعد الآخرين بالطريقة نفسها. الهوية ورهاناتها. Le monde arabe vit actuellement devant l'autre en tant que puissance, l'Occident. Le grand handicap pour nous, c'est de dire tout simplement que la modernité nous vient de l'Occident, donc l'Occident qui est autre, premièrement, et qui est ennemi, deuxièmement. Donc, puisque la modernité vient de l'Occident, elle ne peut être que mauvaise. C'est ça la logique qui règne actuellement. Or, la modernité ne vient pas de l'Occident. La modernité, c'est un processus d'interculturalité. C'est un processus qui a été formé, certes, en Occident, mais pour se former en Occident, il a fallu, je ne dirais pas un dialogue, mais une rencontre, le terme est de Derrida, une rencontre avec plusieurs cultures. Parmi ces cultures, il y a la culture arabe et islamique de l'époque, mais la culture chinoise, la culture indienne. Il y a eu interférence de plusieurs cultures scientifiques et autres qui ont donné naissance à ce phénomène qu'on appelle modernité. Être moderne, c'est quoi? C'est de réfléchir un peu différemment que son ancêtre. Donc, il y a aussi une modernité intrinsèque, il n'y a pas seulement une modernité extrinsèque. Et les Arabes, jusqu'à maintenant, n'ont pas compris, n'ont pas pu définir la modernité avec cette notion d'interculturalité. C'est pourquoi je milite, moi, pour cette interculturalité. Montrer que la culture dominante, actuellement la culture occidentale dominante, est elle-même un résultat de l'interculturalité. La transculturalité, c'est une deuxième phase, une phase extraordinaire dans ce dialogue entre les cultures, quand justement nous arrivons dans ce dialogue à choisir ensemble des valeurs que nous appelons valeurs universelles. Ces valeurs impliquent deux choses. Que je respecte d'une façon totale et définitive toutes les conséquences de ces valeurs. Et deuxièmement, que à chaque fois qu'il y a moyen de développer mentalement, de même transformer ces valeurs dans le rapport interculturel, je le fais. De telle sorte que les valeurs elles-mêmes, ces valeurs universelles, ne deviennent pas statiques. Elles restent toujours dynamiques, toujours à venir, toujours à reproduire. Mais en même temps, je dois les respecter quel que soit X. C'est le stade, moi, que j'appelle le stade du vivre ensemble dans la dignité. À ce moment-là, tout le monde peut vivre avec vous en ayant toujours sa dignité. J'ai trouvé qu'il est crucial pour nous de mettre en exergue une idée qui fait appel à l'application de la raison dans toutes les activités de la vie. Donc, c'est la raison pratique. Et en même temps, faire de telle sorte que l'aesthésis, ou que les affects, etc., tout ce qui est poésie, tout ce qui est, etc., c'est l'affect est dominant dans nos sociétés, ne soit pas sacrifié. Et c'est la raisonnabilité, c'est un lien magique entre la raison raisonnante des philosophes et la raison pratique, celle qui me guide dans ma vie sociale et ma vie quotidienne, et l'aesthésis. Et avec ce mot, avec ce concept, on peut aller très loin, faire de telle sorte que le vivre ensemble lui-même
est un vivre ensemble raisonnable. Le vivre ensemble n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'humain. Les animaux vivent ensemble. Mieux encore, les arbres vivent ensemble, montent ensemble. Et je dirais même que la nature elle-même vit ensemble, à tous les niveaux. Mais ce qui distingue le vivre ensemble humain, c'est qu'il y a un plus. Et ce plus réside dans une forme de vie qui peut exclure, d'une façon réelle, toute forme de violence. Si ce vivre ensemble est vraiment raisonné et raisonnable. Donc, c'est ce que j'ai appelé vivre ensemble dans la dignité. Maintenant, il est temps de montrer qui est exclu dans les sociétés arabes, qui n'est pas exclu, etc. Qui est étranger. Pourquoi cette notion d'étranger n'est pas réfléchie, n'est pas pensée par nos intellectuels, etc. Donc, cette notion de vivre ensemble dans le monde arabe est, à mon avis, capitale, fondamentale. Mais de quelle vie tu parles? De quelle vie tu me parles? Quand on dit vivre ensemble, l'accent peut être mis non pas sur vivre, mais sur ensemble. Et à ce moment-là, on obtiendra un ensemblisme qui est très dangereux. On pense à une identité excluante. Nous sommes, nous, ensemble, contre le reste. Flous, 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 flous. ويني العيشة؟ ويني النشوة؟ ويني الحلمة؟ وينو الحب؟ La solidarité doit nécessairement passer par la reconnaissance totale de la liberté individuelle. Quand est-ce que je peux être solidaire? Quand je te considère comme citoyen libre, pouvant être solidaire. Si c'est une solidarité mécanique parce que filiale ou parce que parentale ou tribale, à ce moment-là, cette solidarité ne veut rien dire. Elle est même dangereuse, parce qu'elle est guerrière. Elle donne ce que Ibn Khaldoun a appelé l'asabiyya, c'est-à-dire l'esprit du clan. Nous ne pouvons jamais être dans la postmodernité si nous n'avons pas construit nous-mêmes notre modernité. La liberté, c'est un tout. On ne peut pas, dans un pays, défendre la liberté financière et économique et congédier cette liberté du domaine politique. C'est impossible. Et j'ai montré comment le monde arabe vit cette schizophrénie. La raison n'est pas seulement la technologie. C'est-à-dire la raison qui intéresse le monde arabe, c'est cette raison concrétisée dans la technologie. Donc on a une voiture, on conduit une voiture. Là c'est bien, la modernité est bonne, parce que là il y a la voiture. Mais quand il y a une idée moderne, ou quand on s'habille un habit moderne, à ce moment-là on insulte la modernité. Pas normal, c'est une deuxième schizophrénie que vit le monde arabe. On ne peut pas gérer nos affaires par l'affect. Ce n'est pas parce que un Danois, par exemple, a eu l'idée de caricaturer ou d'insulter le prophète qu'on doit sortir dans la rue, tuer des gens, brûler, etc. Mais c'est pas normal. Le monde arabe
n'a pas jusqu'à maintenant compris une chose, c'est que la société politique doit être réglementée toujours par la société civile. Et il faut pour moi développer à outrance la société civile pour qu'un jour, c'est la société civile qui réglemente d'une certaine manière la société politique. Le wahhabisme était une forme de secte à l'intérieur de la religion islamique. Le wahhabisme n'a jamais été une doctrine dominante de l'islam. Il faut comprendre cela et les gens ne comprennent pas pourquoi le wahhabisme maintenant est devenu très important. Il est devenu très important par le pétrodollar. Parce qu'il y a eu coïncidence à un certain moment de l'histoire, le dollar a fait une jonction avec les wahhabistes. Et du coup, les wahhabistes sont devenus très forts du point de vue financier. Pas à l'échelle arabe seulement, mais à l'échelle mondiale. Et ils ont pu, à ce moment-là, injecter leur idéologie sectaire, parce que c'est une secte, dans le monde arabe. L'Occident est né à partir d'un mouvement extraordinaire qu'on appelle le mouvement de la colonisation. C'est la colonisation des Amériques qui a permis cette richesse extraordinaire de l'Occident. En plus, bien sûr, des révolutions scientifiques, techniques, etc. Et il ne faut jamais oublier qu'au moment où Descartes méditait, il y avait l'armée blanche aux Amériques était en train de massacrer les Indiens. Ces deux mouvements qui marchent ensemble. Rarement on a fait le lien entre ces deux mouvements. Et l'Occident est né de ces deux mouvements. Il continue à le faire parce que même après la décolonisation, l'Occident ne peut pas vivre sans qu'il y ait un mouvement à la fois conflictuel mais d'exploitation de la richesse du monde entier. De là on explique toutes les guerres que mène l'Occident actuellement. Bien sûr avec l'étoffe des droits de l'homme, d'humanité, démocratie, tout ce qu'on veut. Hein? Mais réellement, ça fait partie de la survie de l'Occident. Ceux qui détiennent les pouvoirs, les décideurs du monde occidental ne sont pas des adeptes ni du vivre ensemble, ni de l'interculturalité, ni de la transculturalité. Les politiques essaient tout simplement de faire vivre leur population, par tous les moyens. Avec la chute du mur de Berlin, l'Occident n'a pas trouvé un ennemi de taille, comme le communisme, contre lequel s'unit l'Occident. Et c'est le monde arabe et le monde islamique qui fait maintenant la fonction de cet ennemi, pas qu'il faut détruire, mais glorifier au contraire pour dire voilà le grand Satan contre qui l'Occident maintenant est en train de lutter et de mobiliser toutes les énergies, n'est-ce pas, pour mettre à mort ce diable, hein, c'est ce Beleden, ce diable, cet intégrisme, etc. Et l'Occident maintenant fonctionne contre ce Satan qui n'existe pas, bien sûr, qui est construit par les stratèges, surtout les stratèges américains, pour qu'il y ait cette cohésion interne à l'Occident. C'est pourquoi d'ailleurs les gens, nos amis, quand ils arrivent en Tunisie, etc., ils cherchent ce diable, ils ne le trouvent pas. Où est cet intégriste, ce salaud qui veut nous tuer nos enfants, etc. Où est-il? Ils ne le trouvent ni en Tunisie, ni au Maroc. Bien sûr, il y a un danger, les intégristes. Mais moi, je vous demande, qui a créé les intégristes? Ce sont les Occidentaux eux-mêmes, c'est le pétrodollar. En Algérie, qui alimentait en armes et en dollars les intégristes algériens? C'est l'Occident via l'Arabie Saoudite. Parce que l'Occident avait intérêt à l'époque de mettre à genoux l'Algérie, qui devient un pays très fort, etc. Et ainsi de suite. Les armes de destruction massive cherchées par l'Occident en Irak, ils les ont trouvées finalement, mais aux États-Unis et en Angleterre, pas en Irak, après avoir détruit l'Irak. L'Irak est devenu un pays du Moyen-Âge. C'est criminel, c'est plus que criminel. C'est affreux, c'est inimaginable. Finalement, Israël
les authentiques juifs d'Israël, je ne parle pas des juifs qui sont venus de Russie ou des pays de l'Est, etc., pour des raisons économiques, etc. Eux-mêmes, ils sont pris en otage par cette stratégie diabolique, entre guillemets, n'est-ce pas, de l'Occident vis-à-vis de l'Orient. Parce que, où est l'obstacle de construire deux États? Puisque les Palestiniens ont accepté finalement d'avoir un État selon les frontières de 67. À mon avis, il n'y a pas d'obstacle, au contraire, ça ne peut être que bénéfique et pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Et pourtant, les Israéliens ne font pas le geste. Pourquoi? Parce que l'Occident ne veut pas. Imaginons un instant, que le problème israélo-palestinien est résolu. À ce moment-là, il n'y aura plus dans l'esprit des Occidentaux un diable qui s'appelle le monde islamique ou le monde arabe. Et le monde arabe sera accepté. Et l'Occident doit souffrir parce qu'il doit chercher notre ennemi. Peut-être l'Afrique, peut-être je ne sais pas moi. Alors ça, c'est impossible. Dans la rationalité des stratèges, pour ne pas dire l'Occident en tant que tel, cela est catastrophique. Ce qui se passe en Occident se passe aussi dans le monde arabe. Les pays arabes ont besoin que le problème palestinien ne s'arrête pas. Comme ça, ils peuvent alimenter une idéologie de l'ennemi. Notre ennemi, c'est l'Occident, pour la population. C'est la même chose. C'est pourquoi j'ai dit que les Israéliens sont pris en otage par l'Occident, les Palestiniens aussi sont pris en otage par les pays arabes. S'il y a un peuple qui a intérêt pour que l'État palestinien existe, c'est le peuple israélien. Mais les peuples arabes, enfin disons les régimes arabes n'ont pas intérêt qu'il y ait un État palestinien. C'est très compliqué. Et c'est pourquoi personne ne fait réellement un effort pour qu'il y ait naissance de cet État palestinien. Je suis une machine qui ment. Je suis une machine qui ment. Parce que je suis une machine qui ment. Je ne suis qu'une enfoirée de silence. Ça, c'est de l'amour. Les médias ne cherchent pas le soft, ne cherchent jamais la chose la mieux partagée. Les médias cherchent ce qui choque et ce qui fait problème et ce qui sort de l'ordinaire. Et donc, les médias ne songent pas à faire venir des gens raisonnables. Parce qu'ils sont raisonnables, justement. Ils veulent montrer un Tarak à Ramadan, après l'avoir diabolisé. Donc, il est là devant vous. Regardez, chers Français, voilà le diable en personne, il est là, il va parler, écoutez-le, il va dire des choses, et on va mettre en face de lui quelqu'un qui va relever, parce qu'il faut quand même des gens qui relèvent ce qui est diabolique. Donc ils choisissent quelqu'un devant lui pour qu'il relève ce qui est diabolique, même s'il n'a pas dit des choses diaboliques. Le rôle de l'autre, c'est de montrer au peuple qu'il dit des choses diaboliques. Et ça fausse le débat. C'est pas ça le débat. Vous savez, la burqa n'a rien à voir avec l'islam et n'a rien à voir avec les pays musulmans. Donc, il y a une volonté de nuire à l'islam, de penser à la burqa comme phénomène islamique, alors que c'est un phénomène social qui a existé dans des pays islamiques, bien sûr, mais c'est des phénomènes très rares. Je ne sais pas pourquoi Felgenkraut, par exemple, fait cela, parce que par ailleurs, c'est pas n'importe qui, puis il n'est pas bête. Pourquoi, par exemple, il n'applique pas ce qu'il dit sur tous les pays du monde? Il n'applique pas ce qu'il dit au monde arabe. Parce que le monde arabe, si vous voulez, n'est pas un bloc. L'arabe lui-même n'est pas un bloc. L'islam lui-même, il n'y a pas un seul islam. Il y a des islams. Donc on ne peut pas réduire l'islam à quelques idées reçues. Ce qui est curieux pour moi, pour ces philosophes, ils deviennent des caporaux de la plume. Finalement,
quand les stratèges préparent une guerre contre le monde islamique ou contre un pays du monde islamique comme l'Irak ou maintenant comme l'Iran, je me demande pourquoi les intellectuels favorisent ces guerres par des idioties incroyables. Tout d'un coup, ils deviennent spécialistes de l'islam. Moi-même, connaissant parfaitement le Coran, ma thèse a été sur l'islam et l'histoire, etc. Et quand je réfléchis sur l'islam, j'ai toujours peur de dire n'importe quoi, tellement l'islam ou l'histoire de l'islam est riche d'événements, riche d'idées, riche de contradictions. Alors que, ne connaissant rien, ni de l'histoire de l'islam, ni de l'islam lui-même, ni de sa théologie, ni de sa logique, ni de sa philosophie, ils se permettent le luxe, pas de trouver des formules réductrices, n'est-ce pas, qui sont finalement des mots de guerre, sans prendre soin d'analyser ou de critiquer. Alors que par ailleurs, quand ils travaillent sur un concept de philosophe français, à ce moment-là, ils prennent des gants et ils font les critiques les plus possibles. Ça ne marche pas. Et c'est pourquoi je les appelle les caporaux de la plume, parce que ils sont en train de préparer la guerre, de la justifier au départ et de la justifier à la fin. C'est impossible pour moi d'appeler ces gens-là philosophes qui sont des éléments de la guerre. Si je ne fais pas de distinction dans le colonialisme, pour dire cela c'est une bonne colonisation, cela est une mauvaise colonisation, je ne dois pas non plus intervenir dans le racisme et dire que l'antisémitisme c'est un racisme à part. Si Heidegger a dit par exemple que la philosophie est grecque, il a peut-être ses raisons, parce qu'elle parle grec, hein. Mais moi je considère que la philosophie est méditerranéenne, parce que elle est née probablement en Mésopotamie et en syriaque, elle s'est transformée en vraie philosophie en Grèce, puis elle a circulé dans le monde islamique autour de la Méditerranée, elle est arrivée jusqu'à l'Andalousie, donc jusqu'à l'Espagne, puis elle a intégré le monde occidental par l'Italie, elle s'est propagée en France et puis en Allemagne et en Angleterre. Elle se faisait toujours autour de ce noyau méditerranéen qui est un noyau spirituel aussi. Dans le monde arabe, bien sûr, la femme est souvent malmenée. Mais ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on sait peu, c'est que la femme arabe, depuis la fin du XIXe siècle, est dans une lutte quotidienne pour sa liberté. Je pense que le salut du monde arabe passe par la révolution féminine. La révolution à venir, c'est une révolution féminine qui a commencé en Tunisie. Hein. Moi, j'ai connu Rachida, ma femme, en Sorbonne, dans un cours sur Leibniz. On s'est aimé, et puis on a beaucoup dialogué, on s'est mariés. Et
Cette vie en commun de deux philosophes nous facilite beaucoup la tâche parce que non seulement nous raisonnons, mais en plus, il y a sans équivoque, mais aussi sans rupture, un dialogue perpétuel sur tous les domaines philosophiques qui nous concernent. C'est comme ça qu'on se complète merveilleusement.